Idéalement, c'est dans une grande case kanak en Nouvelle-Calédonie que j'aurais aimé vous interviewer, Roger Boulet, vous, l'ethnologue et l'ami des Kanaks. Non seulement vous avez étudié en détail ces grandes cases si importantes dans l'identité kanak, mais vous avez participé à une aventure unique au monde, initiée en 1979. En effet, Jean-Marie Tjibaou, grande figure indépendantiste kanak, vous demande à l'époque de réaliser ce qui va devenir l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Un inventaire qui va vous conduire dans la plupart des musées dans le monde qui conservent des objets kanak. Un travail monumental qui va participer non seulement à la mémoire, mais aussi au renouveau de l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie. Alors Roger Boulet, avant de parler avec vous de cet inventaire, mais aussi de la culture kanak et de ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, j'aimerais savoir comment est né chez vous cet intérêt pour le lointain, les cultures du monde, au point d'y consacrer votre vie et de devenir ethnologue, spécialiste de l'Océanie et notamment de la Nouvelle-Calédonie? Je crois que ce qui m'a passionné à la fin de mes études, j'étais déjà en activité, je faisais de l'ethnologie en supplément, c'était l'aspect des techniques. Des technologies, des manières de faire, plus que les manières d'être. Bien entendu, je m'intéresse au contexte humain et social de la manière dont sont conçus ces objets. Ce qui vous intéresse, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire et l'objet lui-même. D'où le travail important, on en reparlera, que vous avez mené sur les grandes cases en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ce qui m'intéressait là, c'était l'architecture. La manière dont on construisait les grandes maisons, et après, qu'est-ce qu'on en faisait, quel symbole elles portaient, de quelle façon on les utilisait. Et comment est venu votre intérêt et votre spécialisation vers l'Océanie et la Mélanésie, puisque vous êtes un spécialiste de la Mélanésie et des objets de ces régions? C'est venu de manière un peu dû au hasard, il faut bien l'avouer. J'avais déjà un certain âge quand j'ai repris mes études d'ethnologie et il faut dire que quand je me suis intéressé, quand j'ai réentrepris des études d'ethnologie, je ne m'intéressais pas du tout au kanak, je m'intéressais à la communion solennelle et au rituel de communion solennelle. En France, En France. Donc je collectionne toujours, vous en voyez là, des communions, des photos, un certain nombre de choses comme ça. C'est l'opportunité qui m'a fait rencontrer un des compagnons de Jean-Marie Tjibaou, Philippe Missotte, avec qui il avait construit et conçu le fameux festival, premier festival de culture kanak qui s'est appelé Mélanésia 2000 en 1974. Donc là, on est au tout début du renouveau de l'identité de la culture kanak. Oui. Là, c'est l'origine de toute cette démarche qui, pour une part, aboutit à faire ces enquêtes de repérage de ces objets dans les musées du monde. Ce qui va devenir l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Oui, dans sa deuxième, tout début, je vous raconterai de manière plus précise, oui. Mais au tout début, c'est quelqu'un comme moi qui s'intéresse aux techniques, aux façons de sculpter, aux façons de construire, qui fait qu'on me demande de venir en Calédonie, dont je n'avais même pas l'idée, je plaisante, mais quand même de son existence, pour venir faire un travail de ce genre sur ce qui restait des techniques de construction, en l'occurrence des grandes maisons kanak. Alors, il y a eu en 1979 cette rencontre, vous dites, qui va devenir décisive dans votre vie. Oui, c'est cette rencontre avec Jean-Marie Tjibaou. Ouais. Alors, déjà, un petit mot pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Jean-Marie Tjibaou, qui est devenu la grande figure du monde kanak. Vous pouvez nous expliquer qui il était en 79 quand vous le rencontrez? Il était
leader d'un travail et d'une mobilisation considérable pour la première fois à cette époque du monde kanak autour de sa culture et de son patrimoine. Il était à cette période-là moi je l'ai perçu comme ça, plus une sorte de grand animateur culturel qu'un militant politique, ce qu'il est devenu très rapidement dans la foulée de ce grand festival de 1974. Parce qu'il est devenu ce qu'on a appelé le chef indépendantiste kanak, et un homme politique marquant, une grande figure. Il va être assassiné en 1984. Vous le rencontrez 5 ans plus tôt, Roger Boulet. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire ? Donc j'arrive en Calédonie avec à la demande de Missot et de Tshibao, puisque Missot m'a recruté pour me présenter à Jean-Marie Tshibao en disant c'est celui-là qui va faire le travail, une partie du travail qu'on voudrait faire. Et je le rencontre et c'était très plaisant de rencontrer Tshibao. C'était un homme d'un grand calme, une sorte de repos dans la discussion avec lui. Et ça a changé un peu de l'excitation de l'environnement. C'est un homme qui avait été séminariste, qui avait pensé de devenir prêtre et puis qui avait renoncé à la prêtrise. Il était au grand séminaire à Lyon, quelque chose comme ça. Oui, il est venu plusieurs années au grand séminaire de Lyon. Puis il a renoncé à la prêtrise, il s'est marié et c'est devenu le grand chef indépendantiste. Oui, c'est ça. Et donc, ce Jean-Marie Tshibao, je vois encore cette discussion, il me dit, écoute, t'es là pour 2 choses, faudrait que tu travailles sur les objets kanak, et en particulier tous ceux qui sont conservés dans les musées de France et d'Europe, pour essayer de voir 3 choses à chaque fois. La première chose, c'est les répertorier. Où sont-ils donc La seconde chose, c'est de quelle manière ils sont conservés. Je me suis toujours demandé d'où venait ce réflexe de conservateur de musée, de quelle manière ils étaient conservés, et c'était une excellente question. Est-ce qu'ils sont conservés d'une bonne manière ? Est-ce à être préservés en fait, c'est mon expérience après qui m'a montré que la question n'était pas inutile. Et puis ensuite, ça c'est un début de travail sur l'imagerie que j'ai poursuivi après dans d'autres domaines, mais de quelle manière on parle des kanaks dans les vitrines des musées en France en particulier. Très important ça, qu'est-ce qu'on dit de nous dans ces musées, et sous-entendu, est-ce qu'on nous présente toujours comme des sauvages ? Comme des sauvages et des hommes de la préhistoire. Tel que ça a été fait dans des expositions universelles en France. Entre autres, j'ai visité des musées comme la vieille présentation du musée de Rouen, ça n'est plus la même chose évidemment, dans lequel il y avait des présentations, on appelait ça des panoplies d'armes, qui étaient intitulées avec une très belle graphie des années 50, armes des survivants de la préhistoire. Donc on était encore, c'était plus visité, honnêtement, les salles du Muséum de Rouen n'étaient plus visitées parce qu'elles étaient déjà en rénovation. L'image du Calédonien comme le sauvage, le kanak égale le sauvage. Comme le sauvage, Visage, Thierry Lyonnais. Roger Boulet, vous avez mené un travail considérable pendant des années, vous, mais pas seul, vous allez nous le dire, pour faire ce qu'on a appelé et qu'on appelle aujourd'hui l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Il y a eu plusieurs étapes où vous avez enquêté, comme vous l'avez demandé Tshibao, en France, en Europe, et puis après vous avez élargi au musée du monde entier. Vous pouvez nous dire ces grandes étapes qui ont permis de faire cet inventaire de la culture kanak à travers le monde ? Il y a deux périodes, plus que des étapes, qui en fait dépendaient essentiellement des moyens
entre parenthèses financiers qu'on allouait à cette opération. Donc la première période, je l'ai faite seule pendant une longue séquence d'une vingtaine d'années, tranquillement en fonction de ce que je pouvais faire. Donc là, en gros, entre les années 1980 et 2000. 80 et 2000, ouais. Et donc là, j'ai pu rassembler déjà beaucoup de choses, j'ai repéré beaucoup d'objets dans un nombre assez important de musées en Europe. Et tout particulièrement les grandes collections qu'il était facile de repérer dans la documentation concernant ces musées. Pour prendre un exemple, je suis allé évidemment très rapidement à Bâle, en Suisse, puisqu'ils détiennent une très grosse collection. À Vienne, en Autriche, même chose, grosse collection. Quelques musées allemands, et puis un certain nombre de musées français qui détiennent des collections peut-être moins importantes en nombre, mais historiquement mieux situées, bien situées. Donc j'ai pu rassembler une documentation suffisante de pièces inconnues des Kanaks et des Calédoniens d'une manière générale, qui a permis de construire une exposition en 1990 qui s'est appelée De Jade et de Nacre et qui a été montrée d'abord à Nouméa, qui rassemblait des pièces qu'on avait empruntées dans les musées que j'avais repérés, et puis qui a été présentée à Paris au musée de la Porte Dorée. Alors, excusez-moi, on fait une petite parenthèse, mais je pense que ça sera important que vous nous aidiez à réaliser quel était le contexte en 1979-80 quand Djibao vous demande de faire ce travail, pour qu'on comprenne à quel point finalement ce travail-là est très important pour découvrir la culture et l'identité kanak. On est dans quel contexte ? 1979-1980, je dirais un peu de l'état de la culture traditionnelle kanak. Alors, le contexte de l'état de la culture traditionnelle kanak est plus que préoccupant, puisque il y a quelques pièces qui sont montrées au musée de Nouméa, mais il est pratiquement impossible de voir, entre guillemets, des objets ou de la sculpture traditionnelle, puisque c'était surtout là-dessus que je travaillais, dans les villages kanaks de tout le territoire. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la grande sculpture monumentale, c'est parce que j'ai travaillé d'abord sur les techniques de l'architecture. Et notamment les grandes cases. Les grandes cases, puisqu'autrefois, chaque lieu important de groupes kanaks différents construisait une gigantesque maison pointue et ronde qui était ornée de ces fameuses appliques de chaque côté de la porte et d'une sculpture faîtière au sommet de la maison. Donc j'ai commencé comme ça et je peux vous dire que j'ai vu pratiquement jamais de sculptures anciennes dans les villages que j'ai pu visiter. Alors, ce qui veut dire, Roger Boulet, que cette culture traditionnelle kanak, elle était en voie de disparition et elle avait pratiquement disparu. Depuis quand ? À partir de quand et pourquoi cette culture, cette identité kanak a commencé à disparaître ? C'est extrêmement simple. C'est que la colonie, à la fin du 19e, a parqué les Kanaks dans ce qu'on a appelé aux États-Unis des réserves. Et ces pauvres gens étaient rassemblés de manière aléatoire et sans considération de l'endroit d'où ils venaient. Or, on sait que dans la culture ancienne kanak, l'endroit dont on surgit, dont l'ancêtre primordial surgit, est extrêmement important. C'est ce qui fait la culture. On appartient à un territoire. On appartient à un territoire. Notre identité, je dirais, de notre tribu, parce que c'est le mot qu'on utilise là-bas, l'identité de notre tribu, c'est notre territoire. C'est le territoire, c'est un lieu d'émergence des ancêtres, et chaque grand groupe familiaux va avoir ces territoires. Quand les gens sont rassemblés dans des réserves, imaginez un stade de foot, vous rassemblez les gens dans un endroit, ils viennent de tous les endroits de Calédonie, ils ont perdu complètement leurs repères territoriaux. Et ça a été sur toute la grande terre, toute la grande terre en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le territoire principal de la Nouvelle-Calédonie. On a chassé les habitants d'origine de leur terre pour les regrouper dans des réserves. Dans des réserves. Et ces réserves
avait des conséquences importantes. C'est que déjà la perte de repères absolue. Pour ce qui concernait le patrimoine sculpté ou les objets, l'interdiction qui était faite au Kanak de sortir de ces réserves, sauf autorisation administrative, les empêchait par exemple d'aller dans les forêts qui avaient été entièrement attribuées au domaine national. Donc ils n'avaient plus le droit d'aller chercher le bois avec lequel on faisait ces sculptures, et qui était pas n'importe quel bois. Hein. C'était un bois qui lui aussi avait une symbolique importante derrière. Donc plus de bois, plus de transmission du métier de sculpteur, puisqu'il n'y avait aucune raison de faire de la sculpture dans des réserves qui n'avaient plus de relation avec et plus de construction de grandes cases. Alors c'est ça, hein, le tertre. Le tertre sur lequel est posée cette case, c'est le lieu important. Donc il n'y avait plus aucune raison que la transmission et le métier soient assurés. Roger Boulet, quand vous avez commencé à enquêter pour retravailler sur cet inventaire de la culture kanak, qu'est-ce qu'il restait sur place dans les années 80-90 de la culture kanak? Pour le domaine qui m'intéressait, à savoir les modes de construction et de l'architecture, mais qui englobe évidemment symboliquement toute la société, il restait une mémoire un peu approximative, mais suffisante pour pouvoir se souvenir des techniques de construction anciennes. Et donc j'ai pu trouver ici et là, grâce à la collaboration des responsables kanak, puisque je travaillais à l'époque pour l'Office culturel, scientifique et technique kanak. Je ne venais pas comme un ethnologue tombé des nues, mais je venais de la part d'un office kanak. Et donc ça c'est très important. Hein. Vous n'étiez pas le blanc qui débarquait, mais vous étiez envoyé par des kanaks pour faire une enquête chez les kanaks. Donc ça a changé absolument tout. Et j'ai sans doute j'ai pu avoir accès à des informations qui étaient plus difficiles à obtenir autrement. Roger Boulet, je sais que vous avez fait ce travail d'enquête sur la culture kanak avec un confrère qui, lui, travaillait sur les chants, la transmission orale. C'est ça. Et vous m'avez dit que c'était plus facile pour lui de retrouver des informations que vous d'avoir des informations. Puisque là, les premières enquêtes qu'on m'a demandé de faire sur la culture matérielle, en gros, hein, et l'architecture en particulier, j'étais accompagné d'une autre personne qui s'appelait Jean-Michel Baudet, et qui lui avait une solide formation d'ethnologue, peut-être beaucoup plus solide que la mienne, qui s'intéressait aux chants et aux danses. Et il a eu accès beaucoup plus facilement que moi à un corpus de chants et de danses qui, semble-t-il, se sont transmis beaucoup plus facilement que les techniques. Et ça, c'est ce qu'on observe finalement dans les sociétés traditionnelles qui sont en voie de disparition, c'est que ce qui est matériel et le savoir-faire matériel disparaît avant la transmission des chants, des danses, de l'immatériel. Bien sûr. J'imagine ces pauvres gens dans leurs réserves pouvaient peut-être avoir la possibilité s'ils en avaient le cœur, de chanter ou de transmettre de la tradition orale, ce qui a permis de garder un certain nombre de choses, et pour le reste, impossible. Alors Roger Boulet, j'aimerais qu'on continue sur cet inventaire du patrimoine kanak dispersé que vous avez mené. Alors, première période, vous avez travaillé donc je voulais 1981-2000. C'est ça. Et puis alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors à partir de la date importante, c'était cette exposition de 1990. Après, j'ai été mise à disposition de l'Office par la direction des musées de France et le ministère de la Culture, merci, pour continuer ces inventaires. Donc j'en ai fait avec une constance un peu plus importante qu'auparavant, où je dépendais essentiellement, comme je vous l'ai dit, de l'Office culturel kanak. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait quelques inventaires complémentaires, et à partir d'un certain moment,
le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a décidé de demander à Emmanuel Casarero, qui est maintenant le président du centre du musée du Quai Branly, a demandé à Emmanuel de prendre en charge une opération qui permettrait de terminer l'exhaustivité des inventaires entrepris. Et ça, c'était une première mondiale, non? Ah oui, je suis ignorant sans doute, mais je ne connais pas d'inventaire exhaustif de ce type qui existe. Alors, pouvez-vous nous donner une idée du nombre de musées que vous avez visités pour essayer de retrouver tous ces objets de la culture kanak, les identifier, les photographier, les commenter, et vous, de les peindre? Oui. Donc on a globalement, ça vous donne un ordre d'idée, on a répertorié 225 musées dans le monde qui possèdent des objets kanak. Ça va de 1 à 3000. Le musée du Quai Branly, c'est 3500. Et donc, dont en Europe, 157 musées. On a vu... alors là, c'est le bilan de... Je n'ai pas terminé sur l'opération avec dont le directeur a été Emmanuel Casarero. Il a intitulé, c'est là d'où vient le patrimoine dispersé, c'est un mot de Marie-Claude Chibao, je crois. La femme. Inventaire du patrimoine kanak dispersé, sous-entendu dans les musées, et ça s'est appelé l'opération IPKD. Et donc cette opération, grâce au financement du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, il faut le reconnaître, nous a pourvu de moyens que je n'avais pas. Ouais, pour voyager on a voyagé le monde dans entier, toute l'Europe. Ouais. On a eu la possibilité d'embaucher 2 personnes et on a pu, comme ça, faire une opération vraiment complète. Alors, comment expliquer qu'il y ait autant d'objets, parce que alors vous nous avez parlé du nombre de musées, mais vous avez recensé combien d'objets kanak dans tous ces musées? Écoutez, on a fait un inventaire pas exhaustif, mais raisonné. Ça veut dire que, par exemple, je vous donne tout de suite l'exemple de 70% des objets que nous avons vus, nous avons manipulé plus de 20 000 objets, 70% sont des massues et des saguets. Donc, l'intérêt de ce type d'objet est plutôt moyen et on les a mis un peu sur le côté. On a répertorié les types, les différences, etc. Mais on a donc concentré notre travail sur un certain nombre de musées et d'objets qui nous semblaient très importants. Et de ce point de vue-là, on a pu constituer une documentation qui est explicitée dans l'exposition du musée du Quai Branly, de environ 6000 objets, 6000 fiches. Je peux vous expliquer si on a le temps. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Par contre, moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment on peut expliquer que un si petit peuple, le peuple des Kanaks, ait pu produire autant d'objets et d'objets différents qui sont répartis aujourd'hui dans le monde entier. Bon, si vous remplacez tout ça dans l'échelle du temps, ça fait pas tellement. Si vous excluez nos sur 70%, 200 ans à peu près, oui. Bon, je pense que là, les objets les plus anciens doivent être du XVIIIe siècle. C'est une pensée pour le capitaine Cook et la billardière qui arrive derrière. Sont des voyageurs du XVIIIe siècle et donc on commence à avoir quelques idées par quelques planches gravées dans les atlas de ce que peut être la culture matérielle kanak. Donc vous dites finalement il n'y en a pas autant que ça, c'est pas une production massive. Alors la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est mais à quoi ça sert de faire un travail d'enquête aussi poussé? Qu'est-ce que ça a apporté, je dirais, à la connaissance bien sûr du peuple kanak, mais à notre connaissance en général? Ça apporte une chose tout à fait fondamentale, c'est que grâce à cet inventaire et aux fichiers importants et très complets que nous avons réunis, ainsi sur qu'est-ce que c'est qu'une fiche, ce qu'on appelle une fiche, nous. Une fiche, c'est plusieurs pages. Ce sont des descriptions fines,
des dimensions complètes, des descriptions botaniques, des informations très précises d'une sur trentaine de photos et de croquis de croquis, de choses comme ça. Donc et d'une biographie, si on peut l'avoir, concernant chaque objet. Ce qui n'était pas toujours le cas. On ne connaît pas toujours l'origine de ces objets. Dans certains musées, vous le dites, il y a des musées qui expliquaient très bien l'origine des objets et d'autres non. J'ai noté quelque part que 76% des objets Kanak sont sans information d'origine. Presque 80% des objets qui sont dans les musées, on ne sait pas qui les a amenés là, ni pour qui, ni pourquoi. Qui les a faits, d'où ils viennent, rien. Aucune. Ça explique comment étaient collectés les objets autrefois et pas de manière scientifique. Ça nous renvoie effectivement à la façon dont on collectait. Mais alors, ma question c'est, qu'est-ce que ça a apporté, cet énorme travail d'inventaire pour le peuple kanak d'abord? Alors pour le peuple kanak, il est en face d'une sorte de totalité de ce qui existe, non pas de leur culture en général, mais de ce qui existe dans les musées hors de chez eux, ce qui est déjà une information considérable, parce que quand on a... Et grâce à ça, on constitue ce qu'on appelle des corpus d'études. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé beaucoup sur les appliques. Ce sont les deux sculptures qui sont de chaque côté de la porte, des grandes cases. Quand on arrive face à une grande case, il y a deux grandes sculptures de 2 mètres de haut, 70 cm de chaque côté de la porte. C'est magnifique et très impressionnant. Très beau. Pour les pièces anciennes. C'est superbe. Quand j'ai commencé ce travail, quand on a commencé ce travail collectif quand même, là, en l'occurrence, quand vous regardez dans la littérature concernant le monde kanak, jusqu'à ce jour, il y avait moins de 50 appliques qui étaient publiées, décrites, reprises à l'envi dans toutes les autres publications, etc. Là, nous sommes à 316 appliques. C'est ça un corpus. Donc vous avez enrichi considérablement la connaissance de ce type de sculpture. Pour les flèches fêtières, les fêtages qui sont en haut de la case, c'est pareil. On a quelques-uns, on est à 400 maintenant. Donc on peut commencer, du point de vue d'un chercheur en histoire de l'art, de faire ce qu'on appelle des comparaisons. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à, finalement, retrouver, voire sauvegarder une mémoire qui a disparu sur place en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout à fait. Ouais. C'était le but de Tshibao. C'était de reconstituer une mémoire la plus complète possible de ce qui faisait cette culture matérielle. Parce qu'aujourd'hui, la culture kanak, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été sauvegardée ou est-ce qu'elle a disparu ou elle est en voie de disparition à cause de ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces réserves dans lesquelles ont été enfermés le peuple kanak, je le rappelle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pu sortir des réserves qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est récent. C'est récent. Est-ce que cette culture a disparu? Elle n'a pas disparu, j'ai envie de dire. C'est évident, elle n'a pas disparu grâce à une sorte de renouveau qui a commencé à se manifester dans les années 60 et pour aboutir au travail qu'a fait Tshibao et tous ses compagnons, puisqu'ils étaient extrêmement nombreux, à constituer ce premier festival d'art kanak en 74. Les choses ont changé et cette culture a pris des allures contemporaines. On fait avec le contemporain et elle est devenue extrêmement vivante, créatrice de choses contemporaines, de musique contemporaine et elle est pourvue maintenant, on va dire grâce à ses inventaires, d'une mémoire qui avait disparu, de la possibilité de chacun sur le territoire là-bas de se référer à ces corpus d'objets. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, Roger Boulet, on parle d'un renouveau de la culture kanak ou est-ce que la culture kanak en Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup de cultures dans le monde, est en train d'être laminée par la modernisation et l'uniformisation? Ça va être un peu sec, ce que je vais dire. Moi, je crois qu'elle était déjà laminée à cause de cette emprise coloniale terrible et qui a abouti à ce qu'on a déjà décrit avec cette histoire de réserve. Donc, c'est l'effort considérable et qui est à saluer d'une
c'est pas une reconstitution, c'est une constitution d'une culture kanak contemporaine qui fait qu'on a lieu de l'admirer. Il ne s'agit pas de refaire les gestes anciens, de refaire de la sculpture comme autrefois. Et vous voyez, c'est pas le mot reconstruction fait référence à une base patrimoniale, mais là, elle n'existait pas. Du point de vue je parle bien de la culture matérielle, de la sculpture, de l'art en général. Donc là, on a plutôt devant nous, et j'ai eu la chance d'y assister souvent, jusqu'à la construction du centre culturel Tshibao à Nouméa, et à toute cette présence de la société contemporaine, de la création contemporaine, grâce aux gens de la DCK comme Octave Tonia, Marie-Claude Tshibao, etc. On a vu affluer, entre guillemets, un nombre important de jeunes artistes qui continuent à créer dans cette atmosphère patrimoniale éventuellement ancienne, mais très vivante, très vigoureuse. Terina mune Korenure meshede Numuna tamenu rikulo kagu Ananu etiroi Tinizelore uyegu Noregu timane Wajoguan wikulo kagu Masua ya yonu Ushiwa dunu joguan wikulo milulu Hata korino do. Alors Roger Boulet, j'aimerais que vous nous aidiez, vous qui vous êtes rendu très souvent en Nouvelle-Calédonie, qui depuis plus de 40 ans travaillez sur le patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre quelques éléments clés de la culture kanak. Et notamment, j'aimerais qu'on commence sur la dimension du territoire, qui est le lieu d'ancrage du clan de la tribu. Que représente le territoire pour un kanak ? Le territoire, c'est extrêmement fondamental. C'est que chacun se réfère à un territoire. Je cite ce qui est souvent dit, c'est le lieu d'émergence des ancêtres. Donc, une famille qui ne s'identifie pas à un endroit, un lieu physique avec des arbres, des rochers, une rivière, est une famille sans attache et sans référence. C'est ce qui a cassé la société kanak, ces réserves. Ces gens qui ont pour référence fondamentale des lieux d'émergence de leur grande famille, des ancêtres, se sont retrouvés dans des surfaces. Pour sortir, il fallait une autorisation de l'administration. Ils ont été complètement déracinés, c'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas, puisque même pour faire la sculpture, ils avaient l'interdiction d'avoir accès aux forêts qui leur fournissaient le bois pour pouvoir faire cette sculpture, parce qu'on ne fait pas de la sculpture avec n'importe quel bois. Donc, on a là des gens dont la référence culturelle est essentiellement localisée, concrète, complètement cassée. Mais dès qu'ils ont pu sortir des réserves, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont automatiquement repartis sur la terre de leurs ancêtres. Absolument, la plupart et reconstituer des villages enracinés dans le lieu de l'identité du clan. C'est ça. Ça peut être... Ces lieux peuvent être successifs. Je donne un exemple dont on parle dans l'exposition d'ailleurs, parce qu'il y a cette visite que j'effectue, un vrai bonheur avec la famille Tshibao et avec Jean-Marie Tshibao la première fois, sur le lieu d'émergence de leur clan. Il n'y a plus de village là, mais c'est un lieu qui l'a été sans doute. Et qui est marqué par un objet marqué en par bois. Là, en l'occurrence, des arbres et puis des grands pins colonnaires, et puis par la présence de sculptures anciennes. Et c'est le lieu d'origine, de racine du Donc si clan. on ne peut plus y accéder, on n'est plus rien du tout. Roger Boulet, vous avez beaucoup travaillé sur les grandes cases, vous nous l'avez dit. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez cette grande case, quelle est déjà ce qu'elle représente, mais aussi...
je dirais, sa beauté architecturale, puisque vous avez travaillé sur la reconstitution de ces cases. Alors, ce qu'on appelait les grandes cases, c'est la littérature du Pasteur Lennart qui reprend ce terme. On pourrait dire les grandes maisons. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on appelle une maison cérémonielle. On n'habite pas dedans, mais c'est une construction ronde, circulaire, avec une toiture extrêmement pointue, qui peut atteindre des hauteurs assez importantes, comme de 15 à 20 mètres. Enfin, elle est construite autour d'un poteau énorme, un poteau central, extrêmement symbolique, on s'en doute. Qui symbolise l'ancêtre, le rapport au lieu, justement, d'émergence des clans en question, et qui va soutenir toute la toiture. Donc le kanak contemporain vous explique qu'il soutient tous les clans alliés à cet ancêtre éponyme. Et donc c'est un beau bâtiment uniquement de matière végétale. Matière végétale. Il n'y a pas de donc clous. Là, le travail a été justement, en particulier dans la construction des grandes cases de Guinguen, auxquelles j'ai assisté, j'ai tout noté pour faire ce livre-là. Il n'y avait aucun clou dans cette construction. Il a fallu faire un travail de botanique, de reconstitution de la manière dont on faisait les liens, les nœuds, pour pouvoir monter une charpente pareille. Savoir quel bois utiliser, quel lien utiliser. Où aller le chercher. Et tout avait une symbolique. Oui. Tout ça, il y a un discours considérable que j'aborde par ailleurs autour de ces constructions, on peut s'en douter, puisque c'était la référence locale. Donc, afin de décorer ces grandes cases, on y associait de la sculpture monumentale. Et à quoi servait cette grande case? Quelle était son utilité? C'était un lieu essentiellement de réunion. Des hommes ou des hommes et des femmes? Des hommes. Ouais. Essentiellement des hommes. Ouais. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. Et aujourd'hui, il y a encore des grandes cases comme celle-là? Eh bien, écoutez, il n'y avait plus de grandes cases du tout jusqu'à, curieusement, une case importante qui avait été remontée dans cet esprit-là en 1953 dans un endroit qui s'appelle Petit Coulis, et c'était la case, elle a été surnommée la case du centenaire, je crois, de la colonisation. Et donc, curieusement, c'est la seule construction sur la Grande Terre, je ne parle pas des îles Loyauté. Les îles Loyauté, ce sont les îles qui sont au large de la Calédonie, qui de la sont Grande Terre. Une culture kanak, certes, mais qui a une certaine différence, par exemple du point de vue de la construction traditionnelle. Et donc, c'est le seul exemple. Donc, non, mais ça, c'était dans les années 50, mais aujourd'hui, il y a donc combien le de suivant, cases? l'essai suivant, ça a été en 74 au festival Mélanésia 2000, parce que tous les gens qui sont venus de tout le pays ont construit à leur idée des cases traditionnelles selon ce qu'ils pouvaient reconstituer dans leur esprit et des gens qui pouvaient le faire. Ces constructions ont disparu un peu naturellement, mais ça a été le début de cet intérêt pour l'architecture, puisque la première chose qu'on m'a demandé, c'est de travailler là-dessus. Puis ensuite, j'ai pu suivre le début de la reconstruction d'un certain nombre de monuments, j'appelle ça des monuments vraiment, en particulier les 2 grandes cases de Guinguen. Mais aujourd'hui, Roger Boulet, ces grandes cases, elles sont construites de nouveau dans les différentes tribus kanak et elles servent encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est dans une sorte de mémoire, on va dire folklorique, mais plus complètement ancrée dans la culture kanak et dans le renouveau de la culture kanak? Je pense, l'expérience montre que quand même l'effort est considérable. En conséquence, on ne va pas se donner le mal de faire quelque chose de cette ampleur pour en faire un lieu de tourisme ou de photographie touristique facile. C'est pas ça aujourd'hui. Non, c'est pas juste ça, un lieu celle de qu'il y a, mais il y en a peu. C'est énorme. Sur la Grande Terre, il y en a combien à peu près? Écoutez, ça fait un moment que je ne suis pas allé, mais une dizaine d'années. Quand je suis repassé à Guinguen, elles étaient déjà... Elle avait quelques difficultés de conservation déjà. Donc je ne sais pas très bien ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis? Je n'ai pas cette information. C'est très rare, ça veut dire par ailleurs que c'est très rare. Visage
RCF. Alors Roger Boulet, un autre élément très important de la culture kanak, c'est ce qu'on appelle la coutume, faire la coutume. Quand on arrive dans un village, on est tenu de faire la coutume, de recevoir la coutume. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer ce que ça représente, cette coutume chez les Kanaks ? Je ne vais pas vous répondre tout de suite, je vais vous donner un exemple. Nous avions fait, comme je vous l'ai dit, l'exposition de jade et de nacre au musée de Nouméa en 90, avec l'effort, entre guillemets, financier au moins, de ramener du monde entier, ou en tout cas d'Europe, un certain nombre d'objets et de pièces conservées dans les musées. Une seule vitrine était consacrée à un objet qui est lié à la coutume, qui sont les monnaies. Ce sont des petits étuis dans lesquels on glisse une monnaie qui ressemble plutôt à un collier de coquillage très très fin. Et cette vitrine a eu un succès fou. Auprès des Kanaks. Auprès des Kanaks. Je me souviens très bien de vieilles personnes, de vieux informateurs, comme on dit chez les ethnologues, qui venaient voir cette exposition. À mon avis, ils n'ont rien regardé de tout le reste. Les 2 ou 3 vieux, là, ils étaient autour de cette vitrine, ils ont commenté les monnaies, mais pendant des heures. Et c'est ça qui les intéressait. Ça montre que ce sont les derniers, mais toujours vaillants, objets de la culture kanak. Et notamment qui de cette toujours tradition de la coutume. De la coutume. Alors la coutume, c'est un geste social qui appuie, comme on dit, des paroles qui sont dites sur cette coutume. Alors, ce qu'on appelle la coutume, c'est un certain nombre d'éléments matériels, comme des grands rouleaux de tissu, ce qu'on dit les manous, des grands rouleaux de tissu, du tabac, un certain nombre de la choses, monnaie, de l'argent aussi, de l'argent, des billets de banque entassés, etc. Et sur lequel, et par-dessus tout, et c'est ça l'important, on place ces monnaies traditionnelles. Et donc, et qu'on offre alors, c'est celui qui arrive qui va offrir cela à ceux qui l'accueillent, ou c'est celui qui accueille qui l'offre à celui qui arrive? Ça dépend essentiellement de l'occasion, de l'occasion de cet échange. Alors c'est pas un échange, ça soutient une parole, Ça soutient donc une parole. Ça soutient un discours. Donc il y a le discours qui est fait sur le tas de coutumes. Et ce discours peut accompagner un mariage, peut accompagner une naissance, peut accompagner un deuil, peut accompagner la construction d'une grande case, peut accompagner le départ. Moi j'ai la seule monnaie que je possède, m'a été donnée par un instituteur à qui on avait donné cette monnaie et qui avait été apprécié au point qu'on lui ait fait la coutume quand il est parti. Avec une monnaie ancienne. Une monnaie ancienne, et qui m'a dit: Roger, c'est bien pour toi, garde-le en ma mémoire. Donc j'ai cette monnaie, et c'est toujours très émouvant de voir que ces petits objets portent en eux-mêmes toute la culture kanak, même contemporaine, puisque on fonctionne dans la mesure où on produit toujours ces monnaies, on les fabrique. Mais Roger Boulet, la parole est très importante. Il y a un mot en kanak, je crois qu'on appelle le rvemek. Oui, enfin la parole d'une manière générale, c'est la parole. C'est ce qu'on dit, et ça n'est jamais des mots en l'air, comme on dit chez nous. Et donc c'est supporté par ces monnaies. Quand vous dites une parole et en compagnie de ces monnaies, cette parole est indélébile et indestructible. Elle a un poids fort. C'est un poids fort. Et comme Emmanuel Casarero avait choisi le titre d'exposition qu'on a faite en 2013 au Quai Branly, c'est Kanak, l'art est une parole. Grande exposition, et le catalogue est passionnant pour ceux qui s'intéressent à la culture kanak. En lisant justement ce catalogue, j'ai vu qu'il y avait 2 valeurs très importantes chez les Kanaks, c'est le respect et l'humilité. Vous pouvez nous dire ce que ça représente, ça, chez les Kanaks, le respect et l'humilité? Je prendrai un seul exemple, c'est le respect qui est dû, par exemple, aux gens chez qui vous avancez. Vous ne rentrez jamais, le respect est total pour les gens qui vous reçoivent. Donc vous ne pénétrez jamais, entre guillemets, sur un territoire ancestral sans que vous fassiez démonstration d'humilité vis-à-vis des gens qui vous accueillent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vivant encore.
est toujours très émouvant parce que on rentre pas dans un groupe kanak ou comme on dit la tradition, dans une tribu, sans faire un geste, comme on dit, on fait un geste. Et ça, il faut s'abaisser, comme pareil, je mets des guillemets à tout ça, ce sont des vocabulaires qui sont utilisés quand on décrit ça de manière dans la vie quotidienne. Donc il faut manifester son humilité totale vis-à-vis des gens qui sont pas vos supérieurs, ils sont là, ils représentent une sorte de groupement d'ancêtres, de fantômes ancestraux. Ils sont pas là tout seuls, c'est pas monsieur Guillaume Dupont qui est en face de vous, même s'il est grand chef du village ou du groupe qu'il est là. Il est là avec tout ce qu'il y a derrière. Donc toute son histoire, toute sa généalogie et tous les ancêtres qui l'ont précédé. Habillé de tout ça, et tous les gens qui l'entourent sont aussi des représentants d'un certain nombre de halos d'ancêtres, et on ne peut faire que d'avoir une attitude extrêmement humble quand on arrive devant ces gens. C'est pas juste bonjour mon pote, on va se serrer la main comme on fait chez nous, c'est déjà pas mal. C'est souvent mal compris par les Occidentaux qui arrivent en Nouvelle-Calédonie et qui considèrent ces tribus un peu comme des lieux fermés. Ils savent pas trop quel comportement avoir quand ils arrivent dans les villages de Nouvelle-Calédonie. Comment vous pourriez nous aider à comprendre l'attitude qu'il faut avoir? Est-ce que les tribus kanaks sont refermées sur elles-mêmes et elles ne veulent pas être en contact avec les autres? Ou est-ce qu'il faut trouver l'attitude juste pour pouvoir pénétrer dans les villages? Comment vous avez-vous appris à vous comporter quand vous alliez sur place, enquêter, étudier comme ethnologue? Il y a deux attitudes, mais il y a deux situations. Le touriste, tout le monde s'en fout. Enfin, il peut rentrer, tout le monde est habitué à ce qu'il aille fouiller ici et là, regarder les trucs, très gentiment demander des informations. On va pas. Donc là, il les laisse passer quand même. Oui, il y a pas de problème. Ils sont pas vraiment accueillis. Quoi. Les gens sont encore. Surtout, on va pas déployer toute la coutume derrière. Par contre, si vous y avez quelque chose à faire de très important, par exemple, quand j'allais faire mes inventaires sur l'architecture, j'ai quelqu'un du centre culturel, un kanak, qui venait faire la coutume pour moi. Alors, il n'était pas question que j'arrive dans le village ou dans l'endroit où on construisait sans que comme on dit là-bas, entre guillemets, montrer ton visage. Je vous confirme, quand je suis allé faire des reportages chez les kanaks, j'étais toujours accompagné de quelqu'un qui faisait la coutume pour me permettre de rentrer et de faire mon travail. Et ça, c'est ça l'humilité et le respect. Et donc, à partir de là, où ça fonctionne, tout est à votre disposition. Enfin, on vous aide et plus que ça encore, parce que c'est assez merveilleux de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Donc, on comprend l'importance de ce fameux geste. Encore une fois, dans tous nos inventaires, on ne trouve pas de monnaie, ou très peu. Très peu. Et pour cause, parce qu'elle circule, ou qu'elle circulait. Roger Boulet, comment cet énorme travail que vous avez mené, donc qui est l'inventaire du patrimoine kanak dispersé, avec Emmanuel Casarero, et toute une équipe, le président du musée du musée de Nouméa. On avait avec nous à chaque fois un stagiaire kanak qui passait 1 mois, 2 mois avec nous. Donc c'était une opération importante qu'il a eu à diriger là. Donc comment cet énorme travail est perçu aujourd'hui par les jeunes kanaks de Nouvelle-Calédonie? Je suis incapable de répondre à votre question. Il faudrait que je la pose à Emmanuel Casarero ou Peut-être à Emmanuel Casarero, mais aux gens du musée là-bas, puisque tous nos fichiers d'inventaire ont été confiés au musée de Nouméa en 2013.
Donc vous ne savez pas. En fait, derrière ma question, il y a est-ce que les jeunes Kanaks aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie sont sensibles à leur culture ancienne, à leur patrimoine, dont vous participez finalement à la connaissance? Moi, je vais me faire humble, là, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que le musée de Nouméa, à travers tout son staff d'animateurs et d'animatrices, fait un travail formidable dans les écoles et avec les enfants. Ça, je le sais. Il y a eu un travail considérable qui a été fait et qui est toujours fait au Centre culturel Chibao. Ce sont quand même deux mécaniques, deux équipements qui permettent de faire cette transmission. Maintenant, ce qu'il en reste ou ce qu'on en fait, je n'en sais rien. Ce que je sais aussi par ailleurs, mais c'est tout petit, ma connaissance, c'est le nombre intéressant et important de jeunes artistes Kanaks. Enfin, ils sont peut-être plus jeunes maintenant pour les premiers, mais qui se sont appuyés sur la connaissance qu'ils avaient de leur propre culture. Je ne parle pas de ce qu'ils connaissaient de l'inventaire, puisqu'il n'avait pas été fait. Donc, c'est important. Le musée de Nouméa est quand même, après le musée du Kibanli, le musée le plus pourvu en objets Kanak. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'objets Kanak en Nouvelle-Calédonie. C'est le deuxième musée au monde à avoir une collection importante. Une question, Roger Boulet, par rapport à la restitution des objets. On en parle beaucoup aujourd'hui quand on parle des musées. Vous avez recensé, combien vous l'avez dit, d'objets? 16 000. On en a vu 20 000. Oui, vous en avez recensé. Et on a fait un fichier d'environ 5 000 objets. En France, je note qu'on avait manipulé plus de 6 000 objets à peu près. Donc c'est une énorme quantité. Est-ce que il y a une volonté aujourd'hui de la part des Kanaks en Nouvelle-Calédonie de dire à ces musées, rendez-nous ces objets, on en a besoin? Alors, il me semble, parce que je ne suis pas sur place, d'abord signaler que le musée de Nouméa est en pleine rénovation. Ça va être un très très beau musée dans lequel on aura évidemment besoin de quelques types d'objets qu'ils n'ont pas, malgré leur collection. Qui est l'une des plus riches. Il manque un certain type d'objets comme les masques, les grands masques. Kanak, le musée de Nouméa n'en pratiquement pas. Les grandes haches ostensoires. Donc il y a quelques types d'objets comme ça qui sont, de mon point de vue, nécessairement soit par don, soit par dépôt, soit par restitution entre guillemets. Mais attendez, d'accord, j'entends bien, mais c'est pas une revendication comme dans certains pays africains qui demandent clairement, comme le Bénin, que des musées allemands ou des musées français rendent des pièces qui ont été... Moi j'ai envie de dire, ça c'est le problème politique. C'est important en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais partout. Mais ce que je constate souvent, c'est que les revendications politiques sont fondées sur une méconnaissance assez considérable de la question. Si je dis d'accord, on va vous restituer les objets Kanak, qui vont quand même, d'ailleurs les gens concernés par la chose, si on leur dit vous allez sur 20 000 objets recevoir 70% de massue, non, gardez-les. Donc c'est beaucoup plus fin comme travail de réflexion qu'il n'apparaît quand on l'énonce comme ça, restitution. C'est vraiment un travail qui doit être fait sur la base de ce qu'on a sur place et ensuite ce qu'on va en faire. C'est pas la peine de ramener des objets qui seront mis dans des caisses alors qu'ils étaient dans des caisses avant. Il n'y a pas des objets qui sont emblématiques de la culture kanak et qui ont été volés ou pillés? Ça c'est le travail qui est fait sur l'histoire des objets, la collecte. Qui a collecté, à quel moment, pourquoi faire? Et ça, c'est très difficile, mais on le fait. On a un fichier de 800 fiches sur les conditions des collectes. Mais par exemple, si ça s'appelle IPKD, c'est un mot qui a inventaire du patrimoine kanak dispersé. J'ai souvent entendu dire, de la part de Marie-Claude Chibao et d'autres responsables culturels, les objets kanak sont nos ambassadeurs
Si on parle des Kanaks dans l'Europe entière, c'est aussi parce que on va les présenter d'une manière différente qu'on le faisait au 19e, certes, mais qu'on va les présenter comme ça. Donc il y a une fierté, finalement, que ces sûr. objets soient représentés dans différents pays. Il différents semblerait musées du monde. que ça aille avec aussi. Donc c'est tout un travail, cette histoire de savoir d'où ils viennent. Hein. Toutes ces massues dont je vous parle viennent des officiers de marine et des troupes des souvenirs, coloniales. en fait, il faut le dire. C'était des C'est souvenirs ça. qu'ils Et puis c'est ramenaient de leur resté voyage. dans un coin du grenier. Ça n'a pas énormément d'intérêt. C'est l'arrière-grand-père qui a ramené ça, mais ça n'a pas d'intérêt. Hein. Roger Boulet, pour terminer cet échange, qu'est-ce que vous avez reçu le plus, vous, de la culture kanak? Ça fait 40 ans que vous la côtoyez. Vous diriez quoi de ce que vous avez reçu, de ce contact avec les Kanaks, avec leurs objets, avec leur culture? Ce qui m'a le plus frappé, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est le respect. Le respect pour les choses des vieux. Hein. Si on pouvait en dire autant dans nos villages, voire dans nos villes, on serait certainement plus avancé sur le fait que tout ce patrimoine, cette culture patrimoniale chez nous est séparée, enfermée dans des musées et ne concerne plus personne. On est dans un petit village, là où j'habite, dans la Sarthe. L'église, si c'est pas un patrimoine, je ne sais pas ce que c'est. Mais s'il y a 3 personnes par mois qui rentrent dans cette église maintenant qu'il n'y a plus de culte, c'est bien que tout le monde n'est pas très intéressé par la question. Là, j'ai toujours senti, à la période où j'étais, il y avait une ambiance aussi. Il y avait le centre Chibao qui était en construction, le musée qui se rénovait, etc., puisqu'Emmanuel Casarero était d'abord le directeur du musée. Il y avait une sorte d'ambiance aussi, de sensibilisation à ces problèmes patrimoniaux. Et les vieux, comme vous dites, les anciens, jouaient un rôle important. Et jouent un rôle important. Oui, parce qu'ils donnent des informations. Ils donnent des informations. Ils ont la mémoire. Et ils donnent aussi l'attitude vis-à-vis de ces objets. Ce sont pas des paquets de n'importe quoi. On a une attitude de respect vis-à-vis d'une sculpture des vieux, justement. Mais c'est vraiment une attitude. C'est vraiment... Et transposé en France, vous formuleriez ça comment? En France, c'est plutôt un intérêt intellectuel. Vous, moi, on peut être ému devant une sculpture gothique, etc., devant un élément de notre patrimoine ancien, mais ça, j'ai envie de dire, ça ne transparaît pas. Chez des vieux Kanaks ou même des jeunes de la génération d'Emmanuel Casarero ou Chibao, le fils, on voit cette attitude transparaître de respect, d'émotion, voire même. Eh bien, merci beaucoup, Roger Boulet. C'est sur ce mot de respect que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir aidé à mieux connaître la culture kanak. Bravo pour ce travail d'inventaire énorme. On peut en avoir une toute petite idée dans un livre publié au musée du Quai Branly qui s'appelle Carnet Kanak, voyage en inventaire de Roger Boulet, où on voit votre talent de dessinateur, d'aquarelliste, pour nous faire connaître ces objets. Puis merci de votre accueil ici chez vous dans la Sarthe. Avec plaisir. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.